Bienvenue au cours d'aujourd'hui. Nous sommes rendus au 7e module sur 10 pour ce cours d'intelligence artificielle appliqué à l'agriculture et à l'alimentation. Dans le module d'aujourd'hui, nous allons voir 3 méthodes de régression utiles en intelligence artificielle. L'algorithme des splines de régression adaptative multivariée, ou MARS en abrégé, est une extension des techniques de régression dont nous avons parlé. Ce n'est pas une méthode très facile à comprendre. Il s'agit d'un type de modèle de régression particulier. Avec MARS, l'algorithme cherche à identifier un modèle de régression linéaire qui peut être adapté à différentes parties des données. La vidéo présentée sur cette diapositive donne une brève introduction à l'algorithme MARS. Elle dure 8 minutes. Nous vous conseillons de la regarder. Elle donne une bonne introduction à cette méthode. Voici un cours complet supplémentaire sur la méthode MARS. Il dure 1h20 approximativement. Vous pouvez aller le visionner si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension de la méthode. L'algorithme MARS est similaire à la structure arborescente des précédentes méthodes, c'est-à-dire qu'il partitionne les données en un certain nombre de sous-ensembles différents. Le modèle cherche à partitionner de manière récursive l'ensemble des données en une série de fonctions de base ou de sous-régions qu'il peut ensuite adapter à des relations linéaires additives. Cependant, MARS diffère des algorithmes précédents car il permet la spécification de termes plus complexes que de simples termes linéaires et additifs. Le modèle MARS est développé en divisant les données en plusieurs fonctions de base de spline ou sous-régions de données. Les nœuds sont le terme utilisé pour décrire la frontière entre les différentes sous-régions ou splines de données. Les nœuds peuvent séparer une seule variable sur une base d'intervalle où ils peuvent être situés entre différentes entités d'entrée. Les données contenues dans chaque sous-groupe sont représentées par une fonction de base appelée BF en abrégé. Le modèle MARS est un modèle statistique non linéaire. L'algorithme du modèle cherche à trouver la meilleure façon de diviser les données en une série de sous-ensembles. Sur la base de la répartition des variables de données, MARS créera de nouvelles caractéristiques artificielles qui seront utilisées pour modéliser le résultat du modèle. L'algorithme utilise des fonctions de charnière afin de séparer les splines, aussi appelés sous-ensembles de données, aux emplacements des nœuds et de rendre le prédicteur continu. MARS définira ces fonctions charnières afin de prendre les différents segments linéaires continus. La fonction charnière est donnée par U, si U est supérieur à 0 et sinon 0. Cette diapositive montre un exemple d'application d'une fonction charnière où nous avons défini U comme étant x moins 6. Souvenez-vous, la fonction charnière est la connexion de deux lignes connectées. Pour les deux premières valeurs, où x est égal à 2 et à 4, le résultat de x moins 6 est inférieur à 0. Et par conséquent, la fonction charnière prendra une valeur de 0. Dans le cas où x est de 8, alors nous avons 8 moins 6, ce qui donne 2. Par conséquent, la sortie de la fonction charnière à une valeur de x égale 8 est égale à 2. On peut le voir sur la figure. Notez que si nous avions une autre fonction de x moins une valeur, la fonction augmente vers la droite. Dans le cas où nous avons 6 moins x pour des valeurs inférieures à 6, nous avons un résultat positif pour la fonction charnière. Par exemple, pour x égale à 2, alors nous avons 6 moins 2 qui vaut 4 et donc la fonction charnière est 4. Pour ces cas, lorsque nous avons une valeur moins x, la fonction diminue vers la droite. Voici un exemple de fonction charnière utilisée comme nœud pour séparer deux splines d'un modèle MARS. Ici, bêta 0 est le biais du modèle, bêta 1 est la pente de la première fonction de base et bêta 2
et la pente de la deuxième fonction de base. Pour la première fonction de base, la fonction charnière tk moins x est utilisée. Tk est l'emplacement de la charnière ou du nœud, et donc, si la valeur x est inférieure à tk, la fonction charnière sera vraie et sa valeur sera u, ou tx moins x. Pour la deuxième fonction de base, lorsque x est inférieur à tk, alors le résultat de la fonction charnière sera négatif et donc égal à 0. Lorsque x est supérieur à tk, le résultat de la fonction charnière sera x moins tk. Alternativement, nous pouvons le considérer comme x moins tk plus, soit ce qu'il y a à droite de la charnière. Ici, le maximum de 0 ou x moins tk. Lorsque x est inférieur à tk, alors le résultat est négatif et 0 sera le maximum. Dans le cas où x est supérieur à tk, le résultat sera positif et supérieur à 0. Le modèle Mars ajoute de manière itérative de nouvelles fonctionnalités pour créer une série de splines, chacune avec sa propre équation linéaire. La somme totale de toutes les fonctions de base donnera le modèle global. L'algorithme Mars procédera ainsi dans le sens inverse pour éliminer les fonctions de base qui ne contribueront plus à la précision de l'ajustement du modèle. Nous allons tenter de comprendre comment le modèle Mars fonctionne en prenant l'exemple de la modélisation d'une fonction sinusoïdale. Ici, nous n'avons qu'un seul nœud ou charnière, et donc le modèle est créé à l'aide de deux splines. Dans la première itération, le programme a choisi l'emplacement du nœud à 4,3. Le modèle est donc donné par bêta 0 plus bêta 1 multiplié par la première fonction charnière plus bêta 2 multiplié par la deuxième fonction charnière. La première fonction charnière est définie comme x moins 4,3. Cela définira la droite du modèle Mars, car sa valeur sera 0 pour toutes les valeurs de x inférieures à 4,3. Bêta 2 est la pente du deuxième modèle Mars, qui définit le premier segment. Lorsque x est inférieur à 4,3, le résultat sera positif et donc la fonction charnière aura une valeur. Les deux graphiques montrent les deux fonctions de charnière tracées séparément. Dans la deuxième itération, le modèle Mars ajoutera une deuxième charnière à une valeur de x égale 7,9. Vous pouvez voir en rouge l'ajustement amélioré du modèle aux données. Notre modèle aura désormais trois fonctions de base. La troisième fonction de base est maintenant donnée par bêta 3 multipliée par la fonction charnière de x moins 7,9. Ce n'est que lorsque x a une valeur supérieure à 7,9 que la fonction charnière prendra une valeur non nulle. La valeur de bêta 3 est la valeur de la pente pour cette section de spline. Enfin, si on prend une troisième itération, le modèle ajoute un nouveau nœud à une valeur de x égale 5,5. Dans ce cas, la fonction de base se compose du biais, B0, des quatre pentes et des fonctions charnières. Étant donné que la nouvelle fonction charnière est donnée par x moins 5,5, elle n'a pas de valeur non nulle tant que la valeur de x n'est pas supérieure à 5,5. Ce processus itératif se poursuit jusqu'à ce qu'il arrive à une précision importante ou qu'il atteigne la limite définie par le modélisateur. Les algorithmes Mars peuvent également être appliqués pour la modélisation de dimensionnalité plus élevée en multipliant deux ou plusieurs fonctions charnières ensemble pour développer de nouvelles fonctionnalités pour le modèle.
Pour résumer, l'ensemble de données entrées dans le modèle Mars est divisé en splines qui forment des sous-ensembles de la plage entière. Ceux-ci sont divisés en sous-ensembles à l'aide de charnières ou de nœuds. Pour chacun de ces sous-ensembles de données, une fonction de base est développée qui se compose d'une fonction charnière et de la pente. La fonction de base s'étendra sur la spline entre deux extrémités, qui sont les nœuds de nos données. Un format généralisé pour le modèle Mars est donné sur cette diapositive sous la forme bêta 0 plus la somme de bêta n multiplié par bf. Ici, bêta 0 est le biais du modèle, bêta n est la pente associée à la nème fonction de base et bf est la fonction de base utilisée pour représenter cette spline particulière. Les constantes de pente et le biais sont déterminées par une approche d'erreur des moindres carrés. Le modèle Mars utilise une validation croisée généralisée afin de déterminer la qualité de l'ajustement du modèle aux données. Il s'agit d'une forme de critère des moindres carrés. L'algorithme Mars peut l'utiliser pour sélectionner les caractéristiques les plus importantes à utiliser dans les fonctions de base. Dans cette équation, n est le nombre d'observations, y est la valeur des variables dépendantes, f de x est la valeur prédite du modèle et k est les degrés de liberté dans le modèle. Les degrés de liberté sont donnés par le nombre effectif de paramètres que le modèle utilise. Chaque fois que vous téléchargez le fichier Mars à partir du site de cours, vous verrez qu'il existe un certain nombre de fonctions MATLAB intégrées qui sont appelées dans le code principal. Vous avez la liste de ces fonctions et à quoi elles correspondent ici. La première fonction, RSBIRT, est utilisée pour développer le modèle de régression au sein de l'algorithme Mars. RSParams est une fonction appelée par d'autres fonctions afin de créer les configurations requises pour construire les modèles RS. Les fonctions RSPredict prédit la réponse de sortie pour un ensemble donné d'entrée pour le modèle Mars. RSTest est la fonction utilisée pour tester le modèle développé par rapport à notre ensemble de tests après la phase de formation. RSCV est la fonction qui est utilisée pour effectuer des tests de validation croisée sur l'ensemble d'apprentissage afin d'évaluer sa sensibilité à l'entrée d'apprentissage utilisée dans son développement. RSPlot est une fonction qui sera appelée par le code principal pour tracer les résultats du modèle Mars. La fonction RSEC renvoie les fonctions de base développées du modèle Mars dans la fenêtre de commande. La fonction RSANOVA est utilisée pour déterminer l'importance de chaque variable pour le développement du modèle Mars, tandis que RANOVA-DEDUCE éliminera les fonctions de base qui utilisent les variables que RSANOVA trouve non importantes. La fonction RSDEL effectuera le recalcul des coefficients du modèle et attribuera l'emplacement des nœuds du modèle chaque fois que d'autres sont ajoutés au modèle. Chaque fois que nous appuyons sur le bouton d'exécution dans le programme MATLAB, vous verrez qu'il y a 16 paramètres d'entrée dans le modèle qui doivent être définis par l'utilisateur. Voyons chaque paramètre en détail. L'entrée du modèle MaxFonc représente le nombre maximum de fonctions de base qu'on peut inclure dans le modèle. Ce nombre maximum de fonctions sera atteint dans la phase de construction, avant l'élagage, sauf si la méthode d'erreur des validations croisées généralisée entraîne une diminution des fonctions de base. La valeur recommandée pour le MaxFonc est de 2 fois le nombre attendu de fonctions de base. Cependant,
nous ne connaissons pas à l'avance le nombre attendu de fonctions de base. Nous ne voulons pas trop de fonctions de base car le modèle peut alors se suradapter aux données d'entraînement ou devenir trop compliqué. La valeur par défaut du paramètre maxFunc est de -1. Chaque fois que cela est entré, le programme calcule automatiquement une valeur estimée en utilisant le maximum de 200 ou le maximum de 20 ou de D. D est le nombre de variables d'entrée utilisées dans le modèle. Nous pouvons utiliser cela comme une première estimation du nombre de fonctions de base, puis utiliser notre jugement professionnel ou nos essais et erreurs afin de déterminer le nombre optimal de fonctions de base. Le paramètre d'entrée C pénalise le modèle pour entrer plus de nœuds dans la solution finale. Les plus grandes valeurs de C produisent un modèle qui a moins de nœuds et donc moins de sous-régions de données. Cette valeur va dépendre de la taille de votre ensemble de données. Si vous avez un très grand ensemble de données, il sera nécessaire d'avoir plus de nœuds et de sous-régions de données afin de modéliser correctement les données. La relation entre maxFunc et C doit être optimisée. Ce sont les deux paramètres les plus critiques. Selon l'étude d'origine de Friedman sur le modèle Mars, la valeur initiale recommandée de C devrait être de 3. La plage recommandée est de 2 à 4. Le paramètre d'entrée cubique détermine si le modèle utilise un format de modélisation cubique par morceau ou linéaire par morceau. En général, l'ajustement d'un modèle cubique par morceau aboutit à une meilleure performance prédictive que l'utilisation d'une fonction linéaire par morceau. Pour cette raison, la valeur par défaut est vraie. Le paramètre Cubic Fast Level est utilisé pour déterminer le positionnement de la modélisation cubique par morceau dans le programme. Ceci peut avoir un impact considérable sur la vitesse d'exécution du modèle. Lorsque la valeur est de 0, la modélisation cubique est effectuée dans la phase avant et arrière du modèle. Cela se traduit par une durée d'exécution plus longue. Lorsque la valeur est de 1, la modélisation n'est effectuée que dans la phase arrière pour chaque modèle. Et, lorsque la valeur est de 2, la modélisation cubique n'est effectuée que pour le modèle final après la phase avant et arrière. En général, les entrées de 0 ou 1 peuvent être appliquées lorsque nous voulons une précision supplémentaire pour notre modèle. Mais, pour la plupart des objectifs, le niveau 2 est le plus approprié. Self-Indirection est un paramètre qui définit le nombre maximal d'auto-interactions pour toutes les variables d'entrée. Elle est de 1 chaque fois que vous utilisez la valeur par défaut de la modélisation cubique. Max Interaction décrit le degré maximal d'interaction possible entre les variables d'entrée. Dans ce cas, chaque fois que nous utilisons la modélisation additive, nous devrions utiliser la valeur par défaut de 1. Cela permet seulement un faible niveau d'interaction entre les variables d'entrée. L'entrée de seuil décrit les critères d'arrêt utilisés dans la phase aval pour la construction du modèle. Le seuil est utilisé par exemple dans la validation généralisée croisée pour déterminer la qualité de l'ajustement et si d'autres caractéristiques doivent être prises en compte. La valeur par défaut à prendre en compte est de 1 fois 10 à la moins 4. C'est la valeur recommandée à utiliser à cause de l'apparition de bruit dans votre ensemble de données. Le paramètre d'entrée prune décide s'il faut élaguer le modèle dans la phase inverse. L'élagage se traduira par un modèle avec un partitionnement optimal de l'ensemble des données. Sa valeur par défaut est true, ce qui oblige l'algorithme à effectuer un élagage.
Le paramètre FASK contrôle le nombre de fonctions de base qui sont prises en compte à chaque étape pour créer des fonctions de base filles. Au fur et à mesure que sa valeur diminue, nous diminuons la précision prédictive, mais nous réduisons le temps d'exécution du modèle. Les valeurs recommandées comme première approximation exploratoire sont de k égale 20, fast bêta égale à 1 et fast h égale à 5. Le chercheur Friedman a conclu que la modification des valeurs des paramètres rapide et fast h aura un impact considérable sur le temps de calcul de l'algorithme de Mars au détriment des performances prédictives du modèle sur un large éventail de variables. Le paramètre bêta rapide est un paramètre de vieillissement utilisé dans le modèle Mars. Les fonctions de base sont classées afin de sélectionner le parent le plus approprié à diviser en deux fonctions de base filles. Dans le cas où un parent potentiel est mal classé pour une itération donnée, il est envoyé au bas de la file d'attente. Cependant, au fil du temps, il remontera la file d'attente pour être réévalué. Néanmoins, si on lui a donné initialement une évaluation faible pour l'amélioration de la solution, alors il peut être perdu à jamais. C'est là que ce facteur entre en jeu pour s'assurer que certains parents monteront rapidement dans la file d'attente. Ils seront donc prioritaires. Le paramètre FastH ou RapidH contrôle la fréquence à laquelle les optimisations des variables d'entrée sont effectuées. Par exemple, si la valeur de h est 1, alors la variable d'entrée sera optimisée chaque fois qu'une amélioration est recalculée dans les variables d'entrée. Si h était égal à 5, par exemple, cela entraînera une optimisation complète pour une fonction de base parente uniquement s'il y a eu plus de 5 itérations depuis sa dernière optimisation. Par conséquent, augmenter la valeur de FastH peut entraîner une réduction de l'effort de calcul. La variable useMinSpan est utilisée afin de rendre le modèle résistant aux valeurs d'erreurs positives et négatives entre les nœuds. Ce paramètre fera sauter le modèle d'un nombre min-span de points avant de pouvoir placer un nœud dans le jeu de données. La valeur par défaut du paramètre useMinSpan est -1, ce qui permet automatiquement au code de sélectionner le placement du nœud. Si useMinSpan est activé ou réduit, cela peut vous permettre de capturer plus de variations dans les données si elles ne sont pas bruyantes. Mais cela peut également conduire à un surajustement. L'algorithme original de Friedman permet un placement de nœuds à chaque valeur marginale distincte des données. Cela signifie que le nœud pourrait être placé de telle sorte qu'il ne couvre qu'une seule observation. Dans les données bruyantes, cela peut conduire à une variance élevée, à la fois positive et négative, dans l'estimation de la fonction. En conséquence, nous supposerons que la fonction sous-jacente est lisse et nous imposerons une portée minimale qui la rendra résistante à ces ensembles bruyants. La variable useNspan contrôle si les données à la périphérie sont prises en compte dans le développement du modèle. Une valeur par défaut de -1 permet au programme de pouvoir sélectionner automatiquement ce paramètre. Cela empêchera le modèle de sélectionner les données près des extrémités afin de contrôler la variance de l'erreur. Si nous sélectionnons une valeur de 0, nous désactivons cette fonctionnalité et cela permettra à toutes les valeurs d'être prises en compte pour le placement d'un nœud. Cela peut conduire à des résultats positifs dans les ensembles de données avec un faible niveau de bruit, mais cela peut conduire à un surajustement dans les ensembles bruyants.
Le paramètre maxFinalFunc est le nombre maximal de fonctions de base qui peuvent être prises en compte dans le modèle final après son passage par l'étape d'élagage. Pour les fonctions de base avec des interactions variables, nspan est utilisé par cette valeur. Cela réduit la probabilité d'être surajusté. Néanmoins, il y aura au moins un nœud qui sera toujours autorisé au milieu, même si nspanAdjust intervient. Les valeurs utiles vont de 1 à 10. La valeur par défaut est de 1, ce qui veut dire pas de réglage. Et pour finir, nouveau var penalty est une pénalité que le modèle utilise pour ajouter une nouvelle variable pendant le développement du modèle en phase aval. Si la valeur est élevée, le modèle hésitera à ajouter une autre variable et essaiera plutôt d'utiliser les variables déjà prises en compte dans le modèle. Cela peut être particulièrement utile lorsque de nombreuses variables sont de nature collinéaire. Si vous souhaitez effectuer une modélisation exploratoire ou si vous avez besoin d'une rapidité d'exécution dans votre modèle, vous pouvez utiliser l'algorithme FastMars. Certaines valeurs de départ sont recommandées pour cet algorithme. Il existe d'autres solutions pour réduire le temps de calcul du programme. On peut notamment diminuer le nombre maximum de fonctions prises en compte et donc réduire la complexité. Nous pouvons également modifier le niveau cubique rapide de telle sorte que la régression cubique ne soit ajustée qu'après le développement du modèle de la phase avant et arrière. Nous pouvons alternativement diminuer le nombre d'interactions ou augmenter le seuil et la durée. Enfin, pour augmenter la portée, nous pouvons augmenter la plage de données à prendre en compte avant de positionner un nœud, ce qui donne un modèle plus petit et plus rapide à exécuter également. Félicitations, vous avez terminé de voir la théorie sur Mars. Ce modèle semble assez complexe à comprendre, mais heureusement, il est plus simple à mettre en pratique. Voyons cela ensemble. Téléchargez le dossier contenant les fonctions Mars à partir du site de cours Module 7. Vous verrez tous les éléments dont nous avons discuté précédemment, ainsi qu'une feuille Excel contenant l'ensemble des données et la fonction principale Mars UD. Vous devez vous assurer d'enregistrer tous les fichiers dans le même dossier sur votre ordinateur. Il faut également bien sélectionner ce dossier dans la fenêtre de dossier de MATLAB. Si vous ouvrez le fichier Excel qui contient les données expérimentales, vous verrez qu'il se compose de 6 entrées et de 1 sortie. Les étapes de pré-traitement nécessaires ont déjà été effectuées à l'avance. En utilisant le code séparateur M, les données ont été divisées en ensemble de formations et de tests. Voici à quoi ressemble le code MATLAB. Il va d'abord lire les données contenues dans le fichier Excel. 2 variables sont mises en évidence. Vous les voyez en bleu. Il s'agit de XTR et de YTR. XTR lit les 6 variables d'entrée et YTR lit la variable de sortie. Il en va de même pour les données de test avec XTS et YTS. Vous devez ensuite exécuter le programme en appuyant sur la flèche de lecture verte située dans le ruban supérieur du programme. Lorsque le programme commence à s'exécuter, il vous invite à saisir les 16 paramètres d'entrée. Vous pouvez voir ici les 8 premiers paramètres qui incluent maxFunc, C, etc. Ceux-ci doivent être ajustés en fonction de votre expérience et de votre jugement.
Après la sélection des 8 premiers paramètres, le programme vous demande de sélectionner les 8 autres paramètres. Ceux-ci doivent être ajustés. Plusieurs d'entre eux concernent la mise en œuvre de l'algorithme Mars rapide ou FastMars. On peut faire un premier test avec les valeurs par défaut. Voici les résultats de l'exécution du code. Sur le côté droit se trouve la fenêtre de l'espace de travail, où nous pouvons voir toutes les variables utilisées dans le programme et leurs valeurs correspondantes. Au bas de l'écran se trouve la fenêtre de commande. Les fenêtres de sortie, présentant les nuages de points de corrélation, apparaîtront dans une nouvelle fenêtre au milieu de votre écran. Examinons cela plus en détail. Nous pouvons voir que le nuage de points des données de test semble donner une corrélation assez forte. Si nous regardons dans la fenêtre de commande, nous voyons le coefficient de Pearson de corrélation pour les données d'entraînement et de test. Pour cet ensemble de données, nous avons une corrélation d'entraînement de 0,966 et une corrélation de test de 0,963. Il s'agit d'une forte corrélation et la proximité des valeurs de test et d'entraînement indique qu'il n'y a probablement pas de surajustement. Si vous regardez dans la fenêtre de commande, vous verrez que le programme imprime l'équation finale du modèle. Cette équation est essentiellement une combinaison linéaire de fonctions de base. Le modèle détermine les valeurs de pente, donc les différents bêta, puis détermine également les emplacements des nœuds à utiliser dans la fonction de base. Voici le résumé de la sortie du modèle. Deux nouvelles fenêtres apparaissent avec les nuages de points de corrélation de test et d'apprentissage, tandis que la fenêtre de commande contient l'équation du modèle et les fonctions de base ainsi que les coefficients de corrélation. Ici, on peut revoir les équations de fonctions de base et l'équation globale du modèle ainsi que le coefficient de corrélation de Pearson pour les données de test et d'entraînement. On peut copier ces fonctions de base et l'équation du modèle à partir de la fenêtre de commande. On voit que les fonctions de base ont été créées à l'aide des variables x1, x2, x3, x4, x5 et x6, ce qui correspond respectivement aux 6 colonnes d'entrée. Ici, nous voyons la fenêtre de l'espace de travail avec les résultats du modèle. On peut voir que XTR est l'apport de formation, XTS est l'intrant de test et que YTR est le résultat de la formation, tandis que YTS est la sortie de test. YTSP est la sortie prévue du test, tandis que YTRP est la sortie prévue de la formation. Voyons un exemple d'une publication récente concernant la prédiction de l'évaporation à l'aide du modèle Mars et du modèle M5 que nous avons vu lors des derniers modules. L'article est disponible via Scopus et je vous recommande de le lire pour mieux suivre cet exemple. L'évaporation d'une cuve est importante pour évaluer la gestion des ressources en eau et les taux d'utilisation. Cela peut être difficile à mesurer directement. Ça peut donc être avantageux de rechercher une mesure indirecte. Dans cette étude, les auteurs ont collecté des données concernant la vitesse du vent, la température, l'humidité relative et le rayonnement solaire. L'étude a pris en compte les données disponibles de deux stations de surveillance climatique de la région d'Anatolie, à savoir les stations de Diyarbakır et de Siirt. Les auteurs ont présenté quelques indices statistiques comprenant les valeurs minimales, maximales et moyennes pour chaque paramètre aux deux emplacements. Voici certains paramètres d'entrée du modèle Mars qui ont été utilisés pour la procédure de modélisation. Le max-fonds était considéré comme compris entre 10 et 40.
il n'y avait aucune auto-interaction autorisée. Le seuil a été fixé à notre valeur par défaut de 1 fois 10 à la moins 4 et il a été envisagé l'élagage au stade de développement du modèle à l'envers. Voici le résultat de nuages de points de corrélation d'apprentissage pour le modèle Mars et l'arbre du modèle qui a été développé. La ligne continue montre la corrélation parfaite. Nous pouvons voir que les deux modèles ont très bien fonctionné. Voici les résultats des données de test. Nous pouvons voir que l'ajustement n'est pas aussi bon que les données d'entraînement, mais il existe toujours une forte corrélation entre les valeurs prédites et observées. Le RMSE est indiqué dans le coin supérieur gauche du graphique et de l'ordre de 1,5 à 1,6 pour les modèles Mars et M5, tandis que pour le cas de formation, ils étaient de 0,769 et 0,957 respectivement. Cette étude a clairement démontré la capacité des modèles Mars et M5 à prédire avec précision l'évaporation d'une cuve. Voici un deuxième exemple de l'application de l'algorithme Mars dans une étude récente concernant la prédiction du rayonnement solaire. Les énergies renouvelables est un domaine qui se développe à grand rythme. Néanmoins, afin de concevoir des infrastructures plus efficaces et d'estimer la production d'électricité, il est nécessaire de pouvoir prédire avec précision le rayonnement solaire. La disponibilité des données de rayonnement solaire mesurées au sol est très limitée et parfois indisponible au niveau régional à proximité de l'endroit du projet. Pour ces raisons, l'application de techniques d'apprentissage automatique pour la prédiction de la valeur du rayonnement solaire gagne en popularité. Les paramètres recueillis par la station comprennent le rayonnement solaire, la durée d'ensoleillement, la couverture nuageuse, la vitesse du vent, les températures de bulbes secs et humides, l'humidité relative et la pression moyenne de l'air marin. Ces résultats sont présentés dans le tableau. En utilisant les données collectées à plus de 26 000 points de données, le modèle Mars a été ajusté à travers un processus avant et arrière. Le modèle est développé avec ses fonctions de base, puis est élagué pour éviter le surajustement. Ici, nous pouvons voir les valeurs du biais et des pentes, valeur bêta, pour chaque spline. Cette diapositive montre les 19 fonctions de base utilisées dans le modèle et l'emplacement des nœuds utilisés pour définir les différents splines dans les données. Voici les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée dans l'étude. Ici, les auteurs ont étudié l'impact de la variation du nombre et de la combinaison de paramètres d'entrée dans le modèle. Ils ont ensuite évalué les performances du modèle en fonction du coefficient de détermination. Les auteurs de l'étude ont examiné diverses combinaisons comprenant 1, 2, 3, 4 et 5 variables d'entrée du modèle et ont constaté qu'en considérant 2 variables d'entrée, un bon résultat était déjà atteint. Voici le résumé de l'analyse de sensibilité comprenant divers indices tels que l'erreur absolue moyenne, le RMSE, le RRMSE et le coefficient de détermination. Le texte en gras correspond aux modèles les plus performants selon le nombre de variables d'entrée. Nous pouvons voir que le modèle 3 n'a considéré que 2 prédicteurs mais a pu toucher un bon résultat.